LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. On a en fait, comme vous, je pense vous le vivez tous, et puis la présentation d'aujourd'hui en fait partie. Finalement, on a un webinaire, ce qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans, et puis qu'on a de plus en plus, et on est en train d'utiliser en fait des outils digitaux pour rendre service à nos échanges aujourd'hui. Et la vie digitale a transformé les modèles de communication. On est passé du pigeon voyageur au téléphone et maintenant à l'ensemble des services digitaux. Les services digitaux, en fait, je les mets au pluriel parce qu'en fait, c'est pas un monde digital, c'est pas Internet, c'est plein de produits très différents dans ce qu'ils offrent, dans le type d'interaction qu'ils offrent. Vous avez un jeu vidéo, un autre jeu vidéo, ils sont différents les uns des autres, on n'interagit pas de la même manière dans l'un et dans l'autre. Vous avez les recherches sur Internet, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, etc. Et chacun est différent et à l'intérieur, il y a beaucoup de différences spécifiques, notamment les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ils surfent sur quelque chose qui est un besoin de tous les êtres humains, c'est d'être en relation sociale et d'élargir leur capital social, leur réseau d'entraide, de solidarité, de connexion pour toutes sortes d'activités. Et les réseaux sociaux surfent sur ce besoin essentiel et ils amènent une particularité, ils amènent la particularité de la métrique. Ça veut dire on voit apparaître le nombre de likes, le nombre de suivis, et
ça peut changer la relation parce que non seulement elle change à vous-même quand vous regardez ce qui se passe sur le réseau social, mais aussi ça change peut-être le rapport qu'on a à soi-même en fonction des réactions qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ça crée une métrique de comparaison qui peut être vécue positivement ou moins, ou faire fluctuer nos humeurs. Il y a autre chose qu'amènent ces réseaux sociaux, c'est qu'on change de nombre. On fait une soirée, on est 4, 5, 10, on va sur un réseau social, il y a presque plus de limites, en tout cas potentiellement. Et on peut être dans des réactions en chaîne et en cascade, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le moins bien. Une chose particulière de ces réseaux digitaux, en fait, c'est que c'est des services vivants. C'est pas figé, c'est pas un livre qu'on a imprimé, on attend quelques mois, quelques années avant de réimprimer. En fait, les services digitaux, ils captent ce qu'on fait, ils apprennent de ce qu'on fait, ils s'adaptent à ce qu'on fait et ils sont faits euh, par une industrie qui va mettre beaucoup d'argent pour s'ajuster à la fois à nos besoins, à nos manières de fonctionner, pour aussi nous maintenir dans l'usage de ces services, d'un côté pour nous rendre service, sinon on ne reste pas, mais aussi d'un côté pour nous maintenir dedans. Et puis ça peut être 24 heures sur 24, n'importe où, tout le temps. Donc du coup, ça nous met un peu sous un risque de sollicitation permanente. Un bienfait d'avoir une disponibilité permanente, partout et à n'importe quand, mais aussi un risque d'être sollicité en permanence, avec des univers qui sont permanents, aussi qui laissent des traces, qui vont très vite, avec des réponses immédiates. C'est plus le monde de la lettre où on attend la réponse, avec une offre qui est presque illimitée. Si on met un mot dans Google, on obtient parfois des millions de réponses, et où on va switcher. Ça veut dire qu'on passe dans un modèle d'attention où on va scroller, donc passer d'une page à l'autre. Et en scrollant, la chose qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart des pages sur un smartphone, la plupart des pages sur lesquelles on y est moins de 2 minutes, ou plutôt quelques secondes. Et ce scrolling, en fait, quand on mesure la conductance cutanée, un des paramètres de l'activation physiologique et de l'excitation, elle augmente juste au moment du scroll. Donc, on a une forme d'excitation en fait à passer à une autre page et qui peut maintenir un peu cette conduite. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces réseaux et ces services digitaux? Une des premières choses qui est venue, une des premières inquiétudes, c'est est-ce qu'on est trop dedans? Et quand on va à Montréal, on demande aux adolescents. Là, on prendra l'adolescence dans une compréhension jusque 25 ans. Comme ça, là, on est dans un groupe de 14-21 ans. Et puis, on leur demande, est-ce que vous avez été sur de la pornographie, sur des réseaux sociaux, sur des jeux vidéo? Ils vont nous dire oui. Ça ne veut pas dire tous les jours, mais ils y ont été. Et que ce soit les garçons ou les filles, vous voyez, plus de 80, 90, 100% pour les différents services. Et quand on leur demande combien d'heures ils ont passé sur ces différents services, on va se rendre compte que sur certains services, on a mis arbitrairement 20 heures par semaine, c'est arbitraire comme chiffre, pour revoir est-ce qu'il y en a qui passent plus de 20 heures par semaine, plus d'un mi-temps d'emploi, si on pourrait dire. Eh bien, on voit que les garçons et les filles, il y a près de 16-17% chez les filles qui passent plus de 20 heures sur les réseaux sociaux, qui disent passer plus de 20 heures, 10% chez les garçons. Et sur les jeux vidéo qui se jouent en grand groupe, près de 10% chez les filles, un peu moins d'1%, pardon, près de 10% chez les garçons, un peu moins d'1% chez les filles. Les sites adultes, donc de pornographie, on est à moins de 3% chez les garçons, à moins d'un quart pour cent chez les filles. Et vous voyez qu'en fait, on voit des différences
selon les produits entre les genres, mais on voit aussi que pour tous les types de produits, on peut avoir une petite fraction qui passe beaucoup de temps, qui passe en tout cas beaucoup, qui passe plus de 20 heures. Et puis certains autres produits ont peu de, sont moins attractifs que d'autres pour cette population, comme par exemple les news, la recherche des informations. Mais au fond, ce phénomène, il a un peu inquiété au début en stimulant la question du hikikomori. Ça veut dire en fait ces jeunes qui se retrouvent chez eux, qui sortent plus de la chambre, il faut les servir dans la chambre et qui parfois, pour certains d'entre eux, étaient collés sur leurs écrans. En fait, hikikomori, ça peut être dû à plein de choses différentes, un épisode de dépression, un épisode psychotique, une addiction à un jeu vidéo, une multitude de choses, mais ça a inquiété et ça a soulevé la question, au fond, est-ce qu'on a une addiction à Internet? Et ça a été la première question qui est venue et qui est venue surtout sur les jeux vidéo, puisqu'en fait, c'était un peu les produits où les jeunes passaient le plus de temps au début de ces études-là. Là, vous avez un groupe de jeunes qui ont été suivis, d'adolescents, en fait, qui ont été suivis pendant 4 ans. Et puis, comment vous imaginez, on a les différentes couleurs représentent le taux dans différents clusters, différents groupes de jeunes qui passaient plus de 20 heures par semaine. Il y a un certain cluster, le cluster en rouge, ils sont très peu nombreux dans ce groupe-là à passer plus de 20 heures par semaine. Le cluster en noir, il représente un peu moins de 3%. Ils sont près de 90% à passer plus de 20 heures par semaine. Et les autres, c'est des couleurs intermédiaires. Comment vous imaginez que ça va évoluer sur les 4 ans? Je vous laisse juste une demi-seconde. Et en fait, voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'en fait, les clusters, une partie des clusters en rouge, bleu, vert, qui étaient un peu plus élevés, ils restent assez stables ou ils diminuent. Et puis un cluster en noir, qui est celui qui représentait après les 3%, où il y a aussi un mouvement de diminution, mais où il y a un groupe qui reste assez dans un usage important. Qu'est-ce que ça veut dire, un usage important? Vous voyez que ça touche pas l'ensemble des groupes. Quand on va sur la pornographie, une autre usage digital, on va voir que chez une partie des personnes, en fait, là, on va retrouver une activation de l'aire striatale ventrale. C'est une des aires dans le cerveau qui est associée à l'addiction. Et cette activation, elle est liée au score que les gens ont dans la sévérité de la conduite addictive à la pornographie. Mais ça va marcher que sur des images qui sont excitantes pour ces personnes données. C'était sur un groupe d'adultes. Maintenant, on revient chez des adolescents qui ont utilisé de la pornographie et on leur demande un peu, on va les suivre sur 3 ans et on va leur demander en fait combien de fois par semaine ils utilisent la pornographie. Et les gens qui scorent à 3, en fait, c'est 2 à 3 fois par mois et les gens qui scorent à 4, c'est une fois par semaine. Qu'est-ce que vous imaginez? Comment vous imaginez les chiffres évoluer sur 3 ans? Je vous laisse une demi-seconde. Et voilà. En fait, le groupe est assez stable. Ça veut dire en fait les groupes des garçons et des filles avec euh, euh, une- un- des préférences sexuelles de type euh, hétérosexuel, en fait, ils restent sur le 2 à 3 fois par mois. En fait, l'ensemble du groupe est assez stable, mais à l'intérieur, il peut y avoir des sous-groupes qui évoluent différemment. Alors, au fond, les services digitaux, on a des caractéristiques communes spécifiques qu'on a vues, mais on a des produits, des services spécifiques, des caractéristiques communes à l'ensemble et des services spécifiques qui vont être différents de l'un à l'autre. Même à l'intérieur d'un jeu, on peut avoir pas mal de différences. Aussi, par exemple, certains jeux, quand vous sortez du jeu, le jeu vous attend. Il évolue pas quand vous êtes là, pas là. Vous revenez, vous le reprenez là où vous étiez.
Pour d'autres jeux, en fait, quand vous n'êtes pas là, il se passe des choses autour de votre environnement de jeu. Et ça peut changer le rapport qu'on peut avoir à qu'est-ce qui se passe sur le jeu, est-ce que je vais manquer quelque chose sur le jeu, qu'est-ce que je vais retrouver, et ça peut avoir un impact sur la manière de le vivre. Il y a des services digitaux qui sont en interaction avec une personne et une personne en interaction dans sa société. Or, la question qui est venue rapidement, c'est quoi beaucoup de temps? C'est combien? C'est à partir de combien de temps que c'est beaucoup? Et en fait, si la question, c'était pas ça, pas beaucoup de temps, c'est combien, mais beaucoup de temps, c'est quoi? Beaucoup, beaucoup de temps, ça peut être j'utilise mon smartphone pour apprendre des langues, j'écoute de la musique pendant que je fais mes 8 kilomètres. Je considère que c'est une utilisation utile. Je n'ai pas considéré que c'est beaucoup, même si c'est du temps. Ça peut s'inscrire dans une passion harmonieuse. C'est-à-dire, je fais beaucoup de Minecraft, je joue beaucoup à ce jeu, mais à l'école, ça va très bien. Dans ma vie sociale, ça va très bien. Mais ce groupe qui reste à des scores élevés, à du temps élevé, avec certains problèmes qui s'affichent, ça a questionné la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui ont des conduites addictives? Or là, la science, la médecine est allée vers ce qu'elle connaissait. Ça veut dire elle a repris les critères habituels classiques des addictions et elle a essayé de les appliquer dans ce champ-là en regardant les critères communs, c'est-à-dire la préoccupation, est-ce qu'ils y pensent beaucoup, ils n'arrivent pas à s'arrêter d'y penser, est-ce que quand ils arrêtent, ils sont en sevrage, est-ce qu'ils doivent tout le temps en faire plus, est-ce qu'ils régulent leurs émotions avec ça, est-ce qu'ils perdent le contrôle sur les quantités de temps, le temps passé, le moment où ils jouent, est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Et quand on regarde en fait l'ensemble de ces critères sur des grands groupes de jeunes, on va voir qu'en fait, ces différents critères, ils sont pas tous égaux. Ça veut dire que certains vont être plus, plus de personnes vont coter de manière élevée pour la salience, le fait d'y penser, pour la régulation des émotions, le mood modification, vont côté haut là, alors que pour les conflits et le fait de perdre le contrôle et revenir à quelque chose qu'on l'a modifié, ça va être des groupes plus petits, des taux plus petits. Ça a soulevé l'idée qu'en fait, tous ces critères n'étaient pas forcément bons pour identifier la conduite addictive, et certains comme les conflits, la reprise de de l'usage après des périodes d'arrêt, la perte de contrôle dessus, avait peut-être une place plus importante que d'autres facteurs comme le fait de réguler ses émotions. Or, ça a conduit l'OMS à considérer en fait qu'il y avait pour le jeu vidéo un trouble du jeu vidéo qui faisait partie de la classification internationale des maladies dans les addictions. Ce trouble du jeu vidéo, en fait, il le considère un peu comme si vous regardez cette image, c'est un peu comme toutes les choses qui vous intéressent dans la vie. Et puis, avec ça, vous donnez la priorité à un des intérêts, le jeu. Il y a une perte de contrôle sur les conduites de jeux vidéo avec des conséquences négatives liées à ça. Et ça dure, c'est pas une semaine ou deux, ça dure une année au moins. Et donc, ces trois critères, le fait de prioriser sur le reste, le fait de perdre le contrôle, puis si on a ces deux choses, forcément, on a des conséquences négatives, une altération du fonctionnement. Donc, si on a ces critères, on serait dans cette conduite addictive, mais se pose la question, en fait, qu'est-ce qui va maintenir la consommation problématique? Qu'est-ce qui va la maintenir? Et un des modèles, c'est ce modèle-là. Ça veut dire, il y a des caractéristiques de la personne. Elle va conduire ces caractéristiques à des symptômes d'usage problématique d'Internet, notamment par des motivations à l'usage.
Et en fait, quand la personne utilise Internet pour avoir quelque chose, soit elle obtient une gratification, par exemple de l'excitation, des contacts sociaux, ou une compensation. Je rentre, je suis fatigué, je suis triste, je joue et je suis moins triste. Donc c'est la compensation. Si on obtient gratification ou compensation, on continue et ça peut faire contribuer au maintien, pas de l'addiction, pas du tout de l'addiction, mais juste de l'usage. Alors, c'est poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on joue aux jeux vidéo? Qu'est-ce qui nous motive à jouer aux jeux vidéo? Et là, il y a plein de mécanismes qui nous motivent à jouer, comme le fait d'avancer dans le jeu, le fait de comprendre la mécanique du jeu, la compétition, les relations sociales dans le jeu, le fait de jouer en groupe, le fait de découvrir des environnements, de jouer un jeu de rôle, d'adapter l'environnement, d'adapter notre avatar, de le faire d'une manière qui nous plaît, mais aussi d'échapper en fait au stress, aux tensions, aux soucis. Et parmi ces dimensions-là, il y en a certaines qui sont liées plus spécifiquement à la conduite addictive. C'est la, en particulier la socialisation et le fait d'échapper aux jeux vidéo, le fait de, de fuir en fait les soucis dans le jeu, qui vont être un des éléments qui reviennent le plus souvent dans presque toutes les études. C'est un des critères qui revient le plus associé. De manière générale, la plupart des joueurs vont jouer avec des moments où, en jouant, on échappe aux soucis et ça fait du bien. Et puis, dans le sous-groupe qui a une problématique addictive, ce critère-là va être plus fortement associé au maintien de la problématique addictive. Il n'est pas spécifique de cette problématique, mais il contribue à son maintien. Mais sur les réseaux sociaux, en Suisse, on trouve que sur plus de 11 000 élèves, en fait, de 11 à 15 ans, 90% ils avaient des contacts en ligne. 90% ils avaient des contacts en ligne. 16% ils déclaraient communiquer presque toute la journée avec leurs connaissances via les réseaux sociaux. Et 7% ils préfèrent communiquer via les réseaux sociaux que dans d'autres modes de communication, d'interaction sociale. Avec un risque peut-être pour cela, c'est que d'une part, un avantage, ils développent leurs skills de communication sur les réseaux sociaux, mais de l'autre, peut-être qu'ils ont moins d'opportunités de développer d'autres modèles de communication, et ça pourrait être une restriction, une difficulté. Pourquoi on utilise les réseaux sociaux? On a vu pourquoi on utilise les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Alors, pour des motivations sociales, surveiller, découvrir, élargir son réseau, maintenir le contact, influencer, se faire connaître, promouvoir, mais aussi la conformité sociale. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas être dans un réseau social où tous nos amis sont. On serait moins conforme. Le coping, le fait de réguler ses émotions, encore qui vient, les connaissances et l'excitation. Or, on arrive sur les enjeux du bien-être digital. Au fond, on arrive dans un monde où imaginez, on enlève les smartphones, on enlève les, les ordinateurs, on coupe Internet. Qu'est-ce qui se passe par rapport au fonctionnement que vous avez aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui? Probablement, on se coupe de plein de fonctionnalités qui ont infiltré l'ensemble en fait des domaines de la vie quotidienne. Alors, on va venir à la notion de bien-être. Le bien-être, c'est une expérience et un fonctionnement psychologique optimaux. Et ces dimensions du bien-être, elles comprennent le fait de s'accepter soi-même, d'avoir un but dans la vie, le développement personnel, d'avoir des relations positives, l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, de manière générale. Aujourd'hui, si vous regardez ces éléments, on se rend compte que beaucoup passent en partie par la vie numérique, par la vie digitale, par des éléments et des services digitaux. Du coup, ça met le bien-être numérique un peu au centre, un peu dans un espace
important de la vie digitale et de la vie en général, et probablement encore plus chez les plus jeunes. Donc, comment avoir un équilibre optimal entre les avantages et les inconvénients associés à la connectivité mobile, une satisfaction et un soutien fonctionnel maximum avec une perte de contrôle et des difficultés fonctionnelles minimales. Et quand on parle de difficultés fonctionnelles, c'est pas seulement la conduite qui peut devenir addictive, mais c'est aussi les conduites où, dans nos interactions digitales, on se retrouve en difficulté avec les autres. C'est la manière de gérer les traces qu'on peut laisser, c'est les risques liés au harcèlement, l'ensemble des choses qui peuvent compliquer les interactions. C'est la manière de gérer les difficultés ou les conflits avec les autres. C'est les opportunités, en fait, d'avoir d'autres formes de réseaux sociaux. Alors, il y a deux voies qui s'ouvrent un peu là. Il y a une voie qui s'est ouverte et que les smartphones, par exemple, ont utilisé, c'est que maintenant, la plupart des smartphones utilisent le screen time, le temps d'écran. Peut-être vous l'avez, si vous avez un smartphone, un téléphone portable, vous pouvez ouvrir et probablement que vous aurez votre temps d'écran. Et ce temps d'écran va vous donner un retour sur mais combien de temps j'ai passé et peut-être la première fois que vous le prenez et combien de temps j'ai passé sur telle ou telle autre app. Et là, peut-être la première fois, vous êtes un peu surpris parce qu'en fait, comme c'est un temps très fragmenté, on ne réalise pas forcément combien de temps vraiment on y passe. Et comme des temps essentiels sont couplés à des temps moins essentiels, on peut perdre un peu ses repères temporels. En plus du screen time, du temps d'écran, ces applications, ces smartphones, un peu dans une tentative de faire une forme de responsabilité sociale, ont inclus aussi des éléments que vous pouvez plus ou moins facilement réguler sur votre smartphone. Par exemple, limiter les notifications à certaines heures, limiter les temps d'écran, bloquer à certains moments telle ou telle fonction, enlever une application, etc. Ou faire le contrôle parental, par exemple. Et ces différents outils sont pas mal utilisés, en fait. Ils sont utilisés par près de, selon les outils, jusqu'à la moitié de la population d'adultes, là, selon les outils, mais avec un sentiment d'efficacité qui est modéré, un peu moins de 20% qui les perçoivent comme efficaces. Alors peut-être qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, c'est qu'en fait, devant ces écrans, en fait, devant ces écrans, on est pris, ils sont intégrés dans la vie quotidienne, plus ou moins, de manière plus ou moins infiltrés dans différentes formes de fonctions. Ils nous rendent service dans tout un tas de choses, mais peut-être qu'il faut un peu de recul par rapport à un usage spécifique. J'ai pas besoin de connaître que le temps et que de bloquer une app pour réduire le temps, mais j'ai besoin d'optimiser mon usage pour que ce soit au service de mon bien-être avec les bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses que je peux avoir de telle utilisation, les moins bonnes choses que j'ai de telle utilisation. Et alors, en faisant le compte un peu des bonnes, des moins bonnes choses, qu'est-ce que je peux décider comme changement si je voulais un changement, s'il y a un changement qui devrait être décidé, lequel je voudrais faire, lequel serait améliorer mon rapport, mon bien-être digital et combien ça me coûterait ce changement, qu'est-ce que je perds à faire et qu'est-ce que je gagne à le faire et je peux suivre mon changement. Et je termine par cette diapositive en fait qui symbolise en fait qui est faite par une artiste genevoise et qui symbolise en fait la diversité des personnes qu'on rencontre, la diversité des besoins, la diversité des manières de gérer euh, le, le monde dans lequel on vit et la diversité en fait des ressources dont on a besoin. Et je suis à disposition pour échanger avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yasser. Pardon. Alors, la première question, du coup, une question de Dorine, qui est Oui. comment peut-on lutter contre la surexposition aux écrans de nos élèves? Alors, je pense une chose à faire, si je comprends la question, finalement, ça veut dire que les élèves sont exposés. Ça veut dire ils ont déjà des écrans. Et puis là, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est de peut-être prendre un temps pour en parler, et éventuellement échanger dessus, échanger sur les usages qu'ils font des écrans, comment eux-mêmes perçoivent les sollicitations qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent comme des moments qui peuvent interférer avec eux dans la vie quotidienne, quelles autres priorités ils doivent gérer, et en fonction des autres priorités qu'ils doivent gérer, alors quels choix ils peuvent faire pour moduler en fait un usage, pour mettre à distance le smartphone à certains moments, pour utiliser le mode avion à d'autres, pour le mettre ailleurs à un autre moment, pour discuter en fait dans une discussion où je pense qu'ils ont une vision un peu de ce qu'ils en font et un peu du fait que ça peut être en interférence avec d'autres priorités à des moments, avec d'autres activités sociales à des moments ou d'autres choses. Donc en fait, dans une prise de conscience et un échange. Merci, Yasser. Euh, donc n'hésitez pas, comme Dorine l'a fait, à poser vos questions directement sur le chat et comme ça je peux faire le relais. Euh, En attendant qu'il y ait une prochaine question, moi j'avais un petit peu la même question mais par rapport aux parents. Est-ce que vous conseillez la même chose aux parents ou est-ce que c'est différent parce que c'est pas la même posture qu'un enseignant? Voilà, comment aider à la régulation pour les ados à la maison? Oui, alors j'aurais envie de proposer la même chose. Aussi, il y a un autre point avec les parents, c'est qu'en fait, ils sont aussi un modèle. Et une chose qu'on a vue, c'est que les parents qui ont des jeunes enfants, en bas âge, en fait, ils ont une propension à utiliser eux-mêmes le smartphone de manière plus addictive. De manière plus addictive, peut-être parce que ils sont eux-mêmes confrontés à des stress, à moins d'opportunités d'autres occasions sociales, du fait même d'avoir la charge de petits-enfants. Et donc, il y a le côté des parents exemples, ça veut dire le parent qui apprend, par exemple, qui se dit, est-ce que là, j'utilise mon smartphone alors que je suis à table avec mes enfants ou pas. Et donc, en fait, de soi-même réfléchir à comment on l'utilise devant nos enfants et à quel moment on fait quel usage et quoi. Et puis aussi, la même réflexion que pour l'école, c'est en discuter un peu. En discuter et puis s'il y a des difficultés particulières, réfléchir avec l'enfant à alors quels sont les changements qui pourraient être dans la zone de meilleur coût-bénéfice. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a deux autres questions qui, je pense, se recoupent un petit peu, qui sont... donc, il y a une personne qui pose une question assez concrète sur un exemple en disant, si un enfant éprouve une grande satisfaction à jouer à des jeux vidéo en équipe, combien de temps après l'école est-il recommandé de le laisser jouer? Et il y a une autre question qui, je pense, recoupe un petit peu aussi, c'est comment et selon quels critères objectifs et concrets peut-on définir le temps d'écran à ne pas dépasser pour un adolescent? C'est peut-être pas très simple, mais je vous laisse. Et en fait, si je comprends peut-être juste la première question, j'ai perdu un peu le fil. Ça veut dire en fait, ils vont jouer, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la première question. La deuxième, j'ai bien compris. La première, j'ai un doute. C'est si c'est possible de rappeler Manon. Oui, bien sûr. Donc, si dans le cas où un enfant éprouve beaucoup de satisfaction à jouer à un jeu vidéo en équipe, Oui. combien de temps est-ce qu'on peut le laisser jouer après l'école à ce jeu-là, par exemple?
je crois en fait la question, euh, c'était une des, c'est pour ça que je disais en fait, est-ce que la question c'est combien de, trop de temps c'est combien ou trop de temps c'est quoi? Et en fait, c'est moins c'est combien que c'est quoi. Ça veut dire en fait, ce serait de voir avec la... Enfin, s'il joue aux jeux vidéo, combien de temps il va jouer, qu'est-ce qu'il a d'autre comme intérêt ce jour-là ou le lendemain, quelles sont les autres priorités qu'il a et comment il va gérer en fait les différentes priorités et fixer la limite qui convient le mieux pour protéger les autres besoins et les autres priorités. Aussi, peut-être essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est juste l'excitation de jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'il y a beaucoup de stress ailleurs et que du coup, ben, quand on est stressé, dans le jeu vidéo, on est bon, on avance bien, on est respecté, on a des amis, on a des messages d'encouragement. Peut-être à l'école, c'est un peu plus dur, ailleurs, c'est un peu plus dur. Donc, essayer de voir un peu de manière globale, peut-être s'intéresser de manière globale à à l'adolescent, à l'enfant, pour voir un peu comment ça va globalement, partager peut-être d'autres activités avec. Et puis après, s'il y a la question du temps sur l'écran, la mettre en balance avec un peu les autres aspects et peut-être lui... Est-ce qu'on pourrait imaginer de lui demander un peu ce qu'il aime dans ce jeu, ce qu'il apprécie? Est-ce que dans d'autres, ou ce qu'elle apprécie, qu'est-ce que ça lui coûte si elle passe autant de temps? Est-ce qu'elle y voit un peu peut-être des difficultés ou des moins bonnes choses et puis voir un peu où elle peut modifier quelque chose au stade de début dans une discussion, un peu dans tenter une rencontre, mais aussi peut-être dans diversifier les sources de satisfaction. Ça veut dire proposer aussi des activités, des loisirs qui sont dans d'autres domaines ou qui passent pas par le digital parce qu'ils ont peut-être moins eu l'expérience de ce type d'activité et faire découvrir éventuellement d'autres voies de satisfaction. Merci. Alors, il y a une question euh, que je suis pas sûre de très bien comprendre, qui est comment arriver à convaincre les adolescents face aux écrans malgré les bons résultats. Ah, Euh, ça veut dire peut-être si je comprends, mhm. ça veut dire que les bons résultats dans le sens qu'ils ont des bons scores à l'école, peut-être ça arrive. Il y a certains adolescents qui ont des bons scores à l'école. Et puis en même temps, ils sont beaucoup sur les écrans, puis ça peut inquiéter parce qu'on se dit, ils font que ça. Mhm. D'accord, ils ont des bonnes notes, mais ils font que ça. Ou ils font beaucoup ça, et ça peut peut-être donner ce sentiment. Et là, on pourrait imaginer, il y a si on a une marge de discussion pour comprendre ce qu'ils aiment dedans, c'est quelque chose qu'ils peuvent aimer partager, expliquer, et donc ça peut ouvrir la porte pour un échange. Et puis, proposer, explorer, d'avoir d'autres moments où on explore aussi d'autres choses. Mais si l'équilibre est là, que ça fonctionne, alors on peut se dire que c'est un peu un choix, mais qui sont dans quelque chose de fonctionnel, qui sont peut-être dans un usage harmonieux, hein, si les résultats sont bons. Mais peut-être qu'on pourrait améliorer l'harmonie du développement en permettant d'autres modèles d'interaction, d'autres euh, d'autres sources de plaisir, d'autres sources d'activité sociale. Parce que des fois, ils en ont pas beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Il y a plusieurs Oui. questions aussi sur l'intégration à l'intérieur du cadre de l'école. Mm. Donc, par exemple, Dorine parle de, du fait que le ministère de l'Éducation recommande de travailler certaines compétences transversales, dont les compétences numériques. Donc, comment intégrer ça dans un usage qui n'est pas addictif, quoi. Et puis, des questions sur est-ce que
alors vous qui êtes suisse, je ne sais pas si vous avez cette réponse, mais sur qu'est-ce que met en place l'éducation nationale par rapport à la régulation du temps d'écran à l'école, le temps d'écran nécessaire pour réaliser Oui, certains devoirs. oui. Peut-être par rapport à la première question, je trouve bien que l'éducation recommande de travailler les compétences transversales de manière générale, et bien que, et aujourd'hui, une des compétences transversales, c'est l'usage des outils numériques. Donc, en fait, elles infiltrent aussi le monde de l'apprentissage à- dans toutes les classes, en fait. Et puis là, une chose qui peut être, c'est juste d'inclure dedans la question de l'usage harmonieux, de l'usage compatible avec, avec le fait de pouvoir finir les tâches prioritaires, le fait de pouvoir participer aux autres activités, le fait de pouvoir avoir un awareness, ça veut dire une conscience en fait de son usage, et puis de le moduler, de le moduler pour qu'en fait, peut-être que dans les compétences transversales, une qu'on pourrait ajouter, c'est la manière de l'utiliser d'une manière où on a cette conscience de l'usage et cette conscience de comment il est en compétition avec le reste et comment je le fais et des expériences aussi et vraiment ouvrir à des expériences différentes. Par exemple, ici, on a développé avec certains de mes collègues un jeu différent, un jeu qui est un jeu un escape game, donc qui n'est pas digital, mais qui traite en fait des questions digitales, mais sous forme d'escape game où les adolescents en fait vont jouer entre eux et résoudre des énigmes et autrement et réfléchir à leur interaction avec le monde digital. Pour qu'il reste à notre service, en fait, c'est ça l'enjeu. Il reste à notre service. Un outil service et De, pas contre nous, quoi. voilà. Il y a, Euh, oui, pardon. pour- je m'excuse pour la. Alors, je suis pas certain des modèles de régulation qui vont être faits en France, mais je sais que certaines écoles vont, en Suisse aussi, il y a des expériences comme ça, vont dire, voilà, ben, pendant les heures de classe, on met le smartphone dans un casier, on le récupère à la fin. Il y a différents types d'expériences qui sont faites. Ça peut être une forme d'expérience. euh, voilà, il peut y avoir différents modèles. L'important, je pense, c'est d'en discuter avec les adolescents pour qu'ils puissent aussi en intégrer le sens et participer à ce changement. Hmm. Merci. Il y a une question sur les effets, si vous en avez connaissance, de la lumière des écrans et des effets hypnotiques des perturbations lumineuses. Est-ce que ça pourrait être une cause d'addiction aux écrans, de troubles émotionnels, de TDA, j'imagine, de troubles de l'attention? Euh, Oui. Alors, il y a plusieurs questions dans celle-ci. Il y a, il y a la question de l'impact de ce qu'on voit sur les écrans sur nos émotions. Mhm. Et ça, c'est clair que là, il va y avoir des réponses qui sont variées selon les personnes et selon les contenus. On va pas tous interagir de la même manière par rapport au contenu qu'on voit ou qu'on lit ou aux échanges qu'on a. Et donc là, c'est un des aspects. C'est pour ça que c'est pas que le temps qui est le warning, qui est l'élément en fait d'alerte, mais ça peut être qu'est-ce qu'on y vit. Qu'est-ce qu'on y vit comme interaction et comment on y vit. Par exemple, une fois, une personne me disait, mais j'ai changé ma photo sur Facebook, j'ai pas eu de like. Et pour elle, c'était très préoccupant et attristant. Du coup, quel type de réaction j'ai, quel type d'échange j'ai. Donc ça, c'est un aspect. Et là, il va y avoir
beaucoup de différences. En fait, on est en interaction avec comme si c'était avec un organisme vivant. Et de l'autre côté, il y avait la question un peu sur l'attention. Alors, là, on a des liens entre les troubles du déficit de l'attention et les usages addictifs des écrans. Ça, on retrouve des liens. Comment on les trouve avec les autres formes d'addiction? On retrouve ces liens-là. C'est plus difficile au jour d'aujourd'hui de dire qui induit quoi? Ou est-ce que c'est une association parce qu'il y a des facteurs communs qui prédisposent aux deux? On pourrait se poser l'action, est-ce que le fait d'avoir une attention très fractionnée, du fait de changer tout le temps d'écran, euh, d'être interrompu à différents moments dans des tâches, est-ce que ça va favoriser ce type de déficit? C'est une question ouverte. Par rapport à la question de la lumière bleue des écrans, on peut la moduler soi-même en modulant l'intensité de la luminosité. Et on peut utiliser des protections pour réduire. Là, c'est plus par rapport à est-ce que ça influence un petit peu le sommeil si on reste stable. Maintenant, les études qui ont été faites récemment sur l'usage du smartphone avant d'aller dormir, elles montrent pas forcément une perturbation dans les études qui ont qui ont combiné en fait une analyse du sommeil avec l'usage réel du smartphone. Intéressant, ça vient répondre à une idée reçue un petit peu. Euh, Il y a une question autour de ce que vous préconisez dans l'approche de la régulation du temps d'écran avec les ados. Est-ce que c'est le même type de recommandation pour des enfants? Alors ça va dépendre, je pense, de l'âge de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains enfants qui sont dessus très très jeunes, et par exemple des moins de 3 ans. Et là, on s'est rendu compte un peu que peut-être là, on retardait un peu l'apprentissage, l'acquisition du langage, s'ils n'étaient que là-dessus. Donc, il faut être attentif et là, ils peuvent moins décider eux-mêmes à cet âge-là. Donc, il faut leur ouvrir vraiment des, des opportunités d'apprentissage élargies. Euh, dans le bas âge et le leur offrir. Ça veut dire leur permettre de faire d'autres types d'activités, les inviter, les faire participer à d'autres types d'activités. L'approche que je propose, elle va commencer un peu plus tard quand ils commencent à pouvoir eux-mêmes décider, participer à la réflexion, évaluer pour eux-mêmes un peu ce qui se passe et les priorités. À partir de cet âge-là, on pourra faire ça. Mais avant, on devrait être plutôt sur des approches où on invite, on propose une diversification, on, voire on limite un peu dans la discussion avec eux, avec elles. Merci. On- Pardon, allez-y. Oui, je veux dire que c'est un champ où il n'y a pas forcément encore un consensus Mhm. basé sur l'évidence qui est suffisant, mais c'est plus basé un peu de manière générale sur le bon sens et les pratiques éducatives. Mhm. Ok. Et donc une autre question qui, je pense, va être peut-être notre dernière question. Euh, une question sur qu'est-ce qui se passe si les activités appréciées hier ne conviennent plus dans le laps de temps d'aujourd'hui? Ah oui, si je comprends bien la question, ça veut dire si jouer au ballon hier ou jouer à la poupée était apprécié, puis aujourd'hui plus. Ça veut dire que si les loisirs non digitaux, en fait, ils étaient plus captivants. En réalité, je pense que c'est pas vraiment le cas. Des expériences qu'on a, on voit qu'en fait, quand on propose d'autres types d'activités qui ont des composantes ludiques, excitantes, de partage social, en fait, elles ont toujours leur place. Et il se peut qu'une activité marche pour quelqu'un, une autre pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait
en tester éventuellement plusieurs modèles. Et il y a peut-être un petit moment de réticence chez les adolescents, surtout s'ils se sentent un peu contraints. Donc, si on les fait participer au choix de l'activité, à la manière de la faire, et qu'on valorise ça, ils auront peut-être plus de chances d'y aller de bon cœur. Mais au fond, les jeux digitaux, les services digitaux, ils amènent leur nouveauté, c'est pas tellement dans les besoins fondamentaux, parce qu'ils surfent sur les besoins fondamentaux. Par exemple, le besoin de lien social. C'est juste qu'il est amené, modelé de manière différente, mais ça reste ça. Si vous allez à une soirée, s'ils vont à une soirée, ils vont rencontrer d'autres jeunes, ils vont pouvoir s'amuser. S'ils vont sur un site, ils ont aussi le lien social, mais différemment. Je- mon hypothèse, c'est qu'en fait, c'est toujours ouvert et que c'est important de le faire. Et parfois, il y a des couplages qui se font entre le digital et le non digital. Par exemple, des soirées, des sorties qui vont être organisées par une filière digitale, mais pour être faites euh, en, en dehors du monde digital, même si ça va être toujours en interaction, parce qu'il y aura des photos, des posts, d'autres trucs qui vont arriver en même temps, mais ils seront dans un autre environnement, ils seront dans un autre environnement, dans un apprentissage aussi d'autres types d'interactions. Merci beaucoup vraiment pour toutes ces réponses hyper intéressantes et merci beaucoup pour vos questions aussi. Je laisse Michaela nous partager un lien vers un petit questionnaire d'évaluation pour nous donner des retours sur ce webinaire. Pour nous, c'est très précieux d'avoir des retours pour s'améliorer, pour faire en sorte que ça vous convienne toujours et de mieux en mieux. Voilà. Et puis, ce format de webinaire-là, donc vraiment un grand merci à Yasser Kazal de s'être mobilisé pour nous et c'était super intéressant. Ce format-là, s'il vous a plu, c'est tous les mois, en fait, on organise des webinaires tous les mois. Et on a déjà la date du prochain webinaire qui est le 26 novembre, au même horaire, donc de 5h30 de l'après-midi à 6h30, et qui portera sur le TDAH et l'expérience des élèves, des troubles de déficit de l'attention, et l'expérience des élèves au cours de leur scolarité, un petit peu aux différents âges de la scolarité. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Merci Yasser, merci Michaela. Bon, vous tous, merci à l'audience, aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde.